chers croque-lecteurs. Aujourd'hui c'est un jour très spécial. Nous allons passer la journée au Salon du Livre de Paris où nous tournerons plusieurs émissions. Vous nous retrouverez pendant quelques semaines, Port de Versailles. Partons à la découverte de ce salon. Je me trouve maintenant avec Valentine Gobi sur le stand Casterman. Bonjour, vous avez une actualité très chargée en ce début d'année 2016. Pouvez-vous nous présenter votre dernier titre chez Casterman ? Alors c'est un recueil qui s'appelle Tous Français d'ailleurs et qui reprend 5 titres plus une nouveauté qui avait déjà été publiée chez Autrement Jeunesse dans la collection Français d'ailleurs, qui est une mise en perspective sous forme de roman de l'histoire de l'immigration en France. Et là, il y a donc 5 titres qui comprennent, je ne les connais pas par cœur, l'Algérie dont on commémore aujourd'hui la fin de la dépendance vis-à-vis de la France, 18 mars 62, c'est les accords d'Évian. L'Espagne, des Espagnols qui sont arrivés en 1939 après la victoire de Franco, les républicains espagnols. Petit aparté, ils étaient 400 000, on a du mal aujourd'hui à se décider à en accueillir 20 000. Vous voyez, d'autres temps, d'autres mœurs. Un petit Vietnamien également qui est arrivé dans les années 70 en tant que boat people. Il y a aussi les Maliens, Adama, qui arrive dans les années 90 à Saint-Denis. Et puis les Roms, avec Liuba qui arrive de Roumanie, également en région parisienne. C'est des histoires qui tentent de mettre en perspective une actualité qui est très chargée aussi. Vous parlez de la mienne, mais vous avez bien vu que l'actualité des réfugiés est hélas très dense aussi, pour montrer que tout ça a une histoire, des racines. Et peut-être qu'en regardant un peu en arrière, on peut trouver des idées pour y répondre. La collection Français d'ailleurs vous tient particulièrement à cœur. Est-ce une nécessité de parler du sujet de l'immigration ? C'est très amusant parce que quand je vais dans des classes pour justement évoquer ces livres-là, on se regarde tous les uns les autres et on observe que nos couleurs de peau, de cheveux, nos langues, nos accents nous disent à quel point la France aujourd'hui est le résultat de cette histoire d'immigration. C'est incontournable. On nous a beaucoup enseigné nos racines gauloises et même préhistoriques. Ça fait seulement quelques années qu'on parle de l'immigration à l'école, qu'on parle de la colonisation, qu'on parle de l'immigration et qu'on parle aussi de la richesse de notre histoire à travers ces mouvements de population. Il y a un musée de l'immigration qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, qui est un endroit magnifique, qui donne enfin une vraie image visible à cette histoire qui a fait la France. Et donc oui, je crois, c'est non seulement nécessaire, mais c'est même évident. Avez-vous de futurs projets chez Casterman ? Alors, chez Casterman, pour l'instant, je me contente, entre guillemets, de cette histoire d'immigration. Mais enfin, il y avait quand même 11 titres. Ça, c'est le 12e, donc ça fait quand même toute une collection. J'ai des projets ailleurs, puisque j'ai la chance d'avoir des superbes éditeurs. Notamment, je travaille pas mal chez Thierry Magnier. Au Score Jeunesse, je vous retrouve avec un livre que j'ai sélectionné qui se nomme Bluebird de Tristan Coegal. Minnie est la fille d'un musicien qui chante le blues sur les routes du Mississippi. Elwin est le fils d'un Irlandais, le contremaître d'une immense plantation. Quand ces deux-là se rencontrent, ils tombent amoureux. Mais dans l'Amérique des années 1940, en pleine ségrégation, qui oserait croire que leur histoire est possible ? Le destin incroyable d'une jeune chanteuse de blues, la vie de toute une plantation qui bascule, un souffle romanesque prodigieux. Cette fois, c'est avec Agnès Marot que nous allons poursuivre notre émission sur le stand Gulfstream. Bonjour, comment vous êtes-vous retrouvée à publier aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène ? Bonjour, alors en fait c'est un peu une longue histoire, c'est que j'avais déjà soumis d'autres manuscrits aux éditions Gulfstream et puis en fait ça collait pas bien à leur ligne éditoriale et un jour je lui ai parlé à Paola, donc mon éditrice, j'ai parlé un peu de ce projet-là et elle m'a demandé de lui envoyer et je lui ai envoyé et à l'origine c'était une trilogie et elle m'a dit écoute moi ça me plaît mais je voudrais pas une trilogie, je voudrais un one-shot parce que je crée une nouvelle collection et que ça rentrerait bien dedans. Donc j'ai dû tout réécrire pour que ça fasse un seul tome et me voilà.
Parlez-nous de votre roman intitulé IRL que nous pouvons découvrir donc en avant-première. En effet, alors IRL, c'est l'histoire de Chloé, qui est une jeune adolescente qui va au lycée comme tout le monde et qui a un problème dans la vie, c'est qu'elle est toujours super malheureuse avec les garçons. Elle trouve toujours le moyen de tout faire foirer, mais elle ne fait pas exprès. Jusqu'au jour où elle rencontre Imi, qui est donc le garçon de ses rêves, et avec lui tout se passe bien, tout est merveilleux. Jusqu'au jour où elle est sur le point de l'embrasser, et là elle se rend compte qu'en fait il y a une caméra dans la chambre d'Imi et qu'il est en train de tout filmer. Donc forcément elle n'est pas très contente, elle l'insulte de tous les noms, elle part en courant, et là elle se rend compte qu'en fait il y a des caméras partout, dans toute la ville, qu'elles ont toujours été là, et qu'elle est la seule à les voir. Voilà. D'accord. Quels sont vos futurs projets? Pouvez-vous nous en parler? Alors j'ai un futur projet à apparaître aux éditions Playback, mais je ne peux pas vous en parler parce qu'on m'a interdit de le faire. Et sinon je suis en train d'écrire un autre roman young adulte qui sera plus contemporain, celui-là, qui est l'histoire d'une héroïne qui est boiteuse en fait, mais qui a décidé que boiter ça allait pas l'empêcher d'être une super héroïne. Enfin, que représente pour vous le Salon du Livre de Paris et d'y être présente? Alors le Salon du Livre de Paris, pour moi cette année c'est surtout l'avant-première d'IRL, vu que c'est la première fois qu'il va pouvoir être lu par des lecteurs. Donc j'attendais ce moment depuis très très longtemps. Et après j'avais déjà dédicacé mes autres romans sur ce salon-là, et il y a toujours beaucoup de monde, les gens sont intéressés, donc c'est toujours très agréable en tant qu'auteur d'y être. Merci. Cette fois, c'est chez Thierry Magnier que nous retrouvons Valentine Gobi. Pouvez-vous nous parler de votre album Le Sorcier Vert? Alors c'est un album qui a eu l'originalité d'être composé à partir d'images. Moi j'ai d'abord eu les illustrations qui m'ont énormément touchée et qui montraient des végétaux qui se transforment en hommes, ou bien des hommes qui se transforment petit à petit en végétaux ou en maisons. Enfin, il y avait un lien entre la nature et l'homme qui était très beau, mais je ne savais pas dans quel sens et je n'avais pas d'explication. J'ai tout de suite pensé à une histoire magnifique qui est celle du grand photoreporter qui s'appelle Sebastião Salgado, qui est un journaliste brésilien magnifique qui a travaillé dans le monde entier pour apporter des images justement de ce qu'on n'a pas envie de regarder. Donc qui a travaillé sur des fronts de guerre, qui a travaillé sur la famine, sur les camps de réfugiés, et qui un jour a été un peu découragé par l'image qu'il avait de l'homme et s'est dit je vais rentrer chez mon père au Brésil qui avait un ranch et une ferme au milieu de la forêt atlantique brésilienne. Il avait pas passé beaucoup de temps au Brésil parce que depuis ses 20 ans il avait lutté contre la dictature et il avait été du coup persona non grata dans ce pays. Il est revenu et il a trouvé une terre complètement aride, pas un arbre debout, pas une fleur, pas d'insectes, plus d'eau, plus rien, une sorte de désert décourageant qui n'a pas tellement contribué à lui remonter le moral, il faut bien le dire. Et alors, ce qui a été formidable, c'est que plutôt que de tourner le dos à cette réalité, il a posé son appareil photo et il a dit « Eh bien, la forêt atlantique brésilienne, je vais la replanter. » Alors tout le monde lui a dit « Mais t'es complètement cinglé !» Il ne savait pas planter un arbre, il l'a fait. En 15 ans, 3 millions d'arbres ont poussé. Il y en a qui font 30 mètres de haut, des centaines d'espèces d'oiseaux, de mammifères, d'insectes, des fleurs. Il y avait beaucoup d'espèces en voie de disparition qui ont trouvé un nouveau terrain pour s'épanouir, des espèces endémiques qui n'existaient nulle part ailleurs. Et aujourd'hui, c'est un écosystème absolument merveilleux qui lui a tellement remonté le moral qu'il a fini par partir dans le monde entier photographier les plus beaux paysages naturels. Donc il a retrouvé son appareil photo, tandis que la forêt pousse. Et alors j'ai eu envie d'en faire un conte à partir de 10 ans, avec ces magnifiques images de Muriel Kerba. Parce que ce que je trouvais très beau dans cette histoire, c'est que cet homme-là croit qu'on peut défaire l'empreinte de l'homme sur le monde. Et aujourd'hui, avec le discours que nous avons autour des problématiques écologiques, c'est formidable de savoir que c'est possible. Alors, pourquoi ça s'appelle Le Sorcier Vert? J'ai imaginé dans mon histoire que son projet était si fou que personne ne voulait le croire et que pour pouvoir le commencer, il doit se faire passer pour un sorcier. Voilà. Comment avez-vous décidé de parler de Sébastien Salgado? Alors, il y a beaucoup de gens qui replantent des arbres, bien sûr, mais à cette échelle-là, je ne crois pas. Et j'ai entendu parler de ce projet parce que j'ai vu un film qui est un documentaire de Wim Wenders, qui est un grand réalisateur, qui a fait un film qui s'appelle Le sel de la terre, qui est un documentaire sur la vie de Salgado. Donc on voit
toutes ces années de grands reportages. Et puis à la toute fin, il y a quelques minutes comme ça sur ce projet de l'Instituto Terra, qui est cette grande entreprise de reforestation. J'avais trouvé ça tellement ahurissant que je suis allée, moi, chercher, me documenter. Et j'ai eu envie du coup de raconter cette histoire. Je ne savais pas que l'occasion m'en serait fournie aussi vite. Et après, il a fallu que je demande son autorisation parce que je tenais à lui restituer quand même cette histoire. C'est pas moi qui l'ai inventée, elle existe vraiment. Et c'est la sienne. Et il a accepté. Donc c'était une très belle nouvelle pour nous. Comment s'est déroulé votre partenariat avec Muriel Kerba? Alors donc Muriel, je l'ai rencontrée seulement après avoir vu ses images. Et en fait, ce que je voulais, c'était lui faire part de mon projet. J'avais un peu peur de trahir ses intentions à elle, puisqu'elle ne me connaissait pas. Elle a vraiment fait un travail de peintre en dehors de toute idée comme ça de récit qui pouvait se cacher derrière. Et j'étais un peu mal à l'aise à l'idée comme ça de me servir de ces images sans qu'on puisse jamais évoquer ensemble ce que moi j'y voyais. Donc elle a accepté et donc je lui ai fait part de mon projet qui au début l'a un peu surprise et puis finalement elle m'a dit mais ça va complètement de toute façon dans le sens de mon travail qui est de réfléchir sur de toute façon les liens entre l'homme et la nature. Donc on s'est embarqués volontairement toutes les deux et pas seulement moi dans cette aventure de Salgado. Et ensuite alors une fois que le texte a été écrit, on s'est réunis chez Thierry Magnier avec aussi les éditrices et on a travaillé à faire des puzzles. Il y avait toutes les illustrations par terre, il y avait le texte et puis on essayait de faire des assemblages qui nous semblaient judicieux. Et donc ça a pris quelques temps, on a fait plusieurs maquettes, plusieurs essais, jusqu'à ce que ça convienne à tout le monde, que ça semble vraiment évident. Et notre travail ensemble continue un peu puisque nous allons exposer ces originaux là dans une librairie qui s'appelle le 29 à Paris, Gare de l'Est, où le lancement de cet album se fera jeudi 24 mars 2016 avec, on espère, des gens qui seront heureux de venir voir les originaux, se faire dédicacer le livre et boire un coup avec nous. Vous avez un nouveau roman à apparaître bientôt dans la collection En voiture Simone. Pouvez-vous nous en parler ? Alors c'est la suite, ou pas la suite, mais en tout cas un autre épisode de la famille Pomerol. Nous sommes en fait dans un autre pays. Cette fois-ci, il y a un vrai voyage. Ça va s'appeler Juliette Pomerol chez les Angliches. Et Juliette va partir dans un drôle de voyage. Que évidemment ces mensonges l'ont conduite à faire un peu malgré elle, ce qui va promettre bien des aventures et j'espère beaucoup de rire aussi puisque Juliette est quand même pas triste comme petit personnage. Donc en fait pour la première fois de ma vie j'ai un personnage récurrent, il suffit de 2 fois pour qu'il soit récurrent. Il n'est pas dit que j'en fasse pas un 3e ou même un 4e. Le mensonge est quand même un thème absolument inépuisable. Et voilà, c'est déjà la fin de notre première émission au Salon du Livre, Porte de Versailles. Mais nous nous retrouvons bientôt pour un nouveau numéro de Croque Lecture. In my dreams I see bright colors of midnight. My own fear is